cette question. Est-il temps de changer de regard sur ces attaques de l'Ukraine derrière le front, voire en profondeur sur le territoire russe, dont on sent qu'elles se multiplient, qu'elles deviennent systématiques ces derniers jours? Pourquoi on pose cette question? Parce que depuis des mois, on les évoque, ces attaques, on évoque ces coups d'éclat, et souvent on a l'impression que c'est des actions isolées, que c'est latéral par rapport à la grande fresque de la guerre. Désormais, ces actions sont systématiques. Elles sont plus que quotidiennes. Et vous allez voir le travail que notre équipe a fait en essayant de les recenser, parce qu'elles passent sous les radars, de les recenser quasi systématiquement, en tout cas la plupart d'entre elles, depuis 2, 3, 4 jours. Simplement 2, 3, 4 jours. Vous allez voir le résultat, à commencer par la scène que vous allez découvrir, qui date de ce matin, avec en action désormais sur l'eau les drones navals ukrainiens. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors c'est vous qui avez effectué ce gros travail de recherche avec les équipes de 24 heures, avec d'abord donc cette attaque en mer repoussée in extremis par l'armée russe. En tout cas, tout incite à croire ces séquences que vous allez nous montrer. Oui, ce sont des images incroyables. On voit cette embarcation, un drone naval foncé à toute allure vers ce gros navire de renseignement militaire russe en mer Noire. L'engin est repéré, la défense entre en action, les balles filent sur l'eau et l'une d'elles fait mouche. Elle détruit le canot dans un énorme panache de fumée. Cette attaque s'est produite ce matin. 3 drones navals ont été lancés de toute évidence par l'armée ukrainienne dans le sud de la mer Noire. On est à 40 000 marins du Bosphore turc. Et la cible, c'était donc ce navire de reconnaissance russe, l'Ivan Kurs. Il fait 96 mètres de large, 96 mètres de long, 16 mètres de large. Il peut embarquer 130 membres d'équipage. Et ces images ont d'ailleurs été tournées depuis le navire. Ce sont des images russes. Il faut toujours préciser la source. Cela a provoqué en tout cas la consternation et même une forme de panique parmi les médias russes qui se demandaient ce matin si le navire avait été touché. Le ministère russe de la Défense a mis plusieurs heures à réagir avant de déclarer que l'attaque avait été repoussée. Mais c'est une attaque de plus et c'est vrai que quand on compile ces attaques ces derniers jours, eh bien la liste est impressionnante. Alors on va la voir, cette liste, mais on s'arrête un instant parce que, alors vous avez raison de préciser que ce sont des images russes. Et pour cause, c'est un navire russe. Mais c'est vrai que ça concorde avec tous les éléments qu'on avait ce matin sur le fait qu'un navire était attaqué, qu'il y avait eu 3 drones, il n'était pas précisé que c'était des drones navals, mais visiblement on a cette réponse. Pierre, qu'est-ce qu'on voit? On comprend à peu près ce qu'on voit. Il faut préciser qu'on peut avoir le sentiment au départ quand on voit ce drone naval qu'il y a un pilote. Ce n'est pas un pilote, une sorte de caméra embarquée. En zoomant dans l'image, on a pu vraiment le confirmer. Est-ce qu'on assiste là à une scène de guerre qui est désormais dans les manuels, parce que ces drones navals deviennent eux aussi des armes? Oui, effectivement, c'est une répétition de ce qu'on a vu il y a plusieurs mois. Rappelez-vous, les Ukrainiens avaient sorti les images filmées par les caméras embarquées sur plusieurs drones, et notamment un qui était parvenu à pénétrer dans le port de Sébastopol, théoriquement totalement sécurisé, et il était allé frapper le bateau amiral qui avait succédé au Moskva. Voilà, là on voit les images. Absolument incroyable, parce que le drone va éviter des tirs, il va passer à côté d'une barque de pêcheurs de mémoire qui va être extrêmement surpris. Donc ça veut dire que les Ukrainiens, pour le moins, ça fait un gros poisson, et donc les Ukrainiens ont progressé dans ce domaine. Là, l'image vue du côté russe permet de comprendre qu'effectivement le drone naval a été détruit. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce que les Ukrainiens vont sortir? Alors, ceci dit, les images peuvent être retransmises en base arrière, enregistrer les images ukrainiennes, donc peut-être qu'on les verra, surtout s'il y a d'autres drones navals qui sont utilisés. Mais ça correspond vraiment à ce qu'on explique sur ce plateau depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans un état-major de planification au plus haut niveau, à partir de tout le renseignement qui a été compilé, à partir du moment où l'objectif stratégique a été arrêté avec le président Zelensky, les états-majors moulinent et, dans une phase préparatoire, vont séquencer la montée en puissance
Et c'est ce qu'on va voir, ce que Justine nous avait déjà fait découvrir il y a quelques semaines en refaisant une cartographie de partout où ça tapait. Donc vous avez ça qui monte et il y a des ordres qui sont donnés. C'est-à-dire qu'il y a des ordres précis qui sont donnés sur des objectifs à tel jour. On laisse 2 groupes russes pro-ukrainiens pénétrer dans la zone de Belgorod. On les arme. Vous anticipez un peu, Pierre. Voilà. Vous voulez simplement une explication sur ces images parce qu'on est quand même très au sud sur la mer Noire, donc assez loin des bases ukrainiennes. Quand on parle des bases ukrainiennes, j'imagine qu'on parle de la ville d'Odessa, du port d'Odessa. Donc ça veut dire qu'il y a une capacité de se projeter, on la connaissait dans les airs, là on la voit sur la mer. Effectivement, et donc effectivement, ils sont assez loin de leur base, mais ça rappelle une chose qu'on a vue aussi dans les airs, c'est que l'Ukraine, à l'époque soviétique, était une base industrielle d'armement très importante, notamment dans l'aéronautique à Dniepro, et donc ce savoir-faire existe toujours, d'où l'amélioration d'un certain nombre de drones aériens qui ont été boostés et qui ont pu aller jusqu'à 650 km de la frontière ukrainienne. Et là, on a un exemple dans un autre domaine, puisque quand on avait eu la précédente attaque par drone, on avait été surpris de voir l'allure. Moi, j'avais jamais vu ce type de jet ski beaucoup plus allongé, effectivement, c'est entre le kayak, le jet ski, etc., avec une forte charge, que l'on voit au moment où le drone naval est détruit. On voit au niveau de l'explosion la puissance de la charge à l'intérieur. Et si le drone était allé au contact du bâtiment, là, même s'il y a des compartiments étanches à l'intérieur des bâtiments de guerre, je pense que ça aurait fait énormément de dégâts. Donc là, maintenant, la question de savoir, c'est est-ce qu'il y a eu d'autres drones? Est-ce qu'ils sont parvenus à leur objectif? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Mais en tout cas, on est dans ce séquençage qui monte en puissance. Eh bien justement, Justine, poursuivons. Quels sont les autres exemples de ce qu'il faut bien appeler une guérilla, donc, et qui est en train d'apparaître au grand jour? Eh bien, vous le disiez, rien que ces tout derniers jours, il y en a beaucoup. Hier, nous sommes en territoire russe. Cet énorme incendie se déclare dans la ville de Telmana. On est à 20 km au sud de Saint-Pétersbourg. C'est un site de stockage de bouteilles de gaz qui est en feu, d'où l'importance des flammes. Silence radio des autorités. Hier toujours, cet entrepôt en feu, cette fois dans la région de Briansk, donc beaucoup plus au sud et beaucoup plus proche de la frontière. Officiellement, il s'agit d'une cristallerie, mais il est difficile effectivement d'être catégorique. En tout cas, le nuage de fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Kazan, ensuite, beaucoup plus à l'est de la Russie. La mystérieuse série des incendies d'armoires électriques se poursuit. Ce sont évidemment les lignes de chemin de fer qui sont visées. Les médias russes reconnaissent un sabotage. Dans le ciel cette fois, cela fait un moment que l'on n'avait pas signalé de drones suspects en Russie. Mais de fait, en compilant nos sources, les attaques sont aussi régulières. Exemple, panique générale il y a quelques jours le long de cette autoroute qui mène à Moscou. On est à environ 150 km de la capitale. Les médias russes dévoilent aussi cette photo de l'épave du drone retrouvé et de l'immense cratère laissé par l'explosion. Visiblement, la charge était énorme. La cible n'a pas été identifiée. Voilà, ça c'était il y a une semaine tout juste. Alors là, vous nous avez parlé exclusivement des attaques menées sur le sol russe, en territoire russe, mais les territoires ukrainiens occupés par les Russes sont aussi une cible qui devient quotidienne et même multi-quotidienne. Oui, et notamment la Crimée, on en parle plus, cela passe sous les radars, mais les sabotages de trains continuent à un rythme élevé. Il y a quelques jours, c'était la ligne de Sébastopol, Simferopol, les 2 grandes villes de la péninsule, donc, qui étaient visées. On commence là aussi à s'habituer à ces images. Wagons sur le flanc, secours sur place. Et puis, j'ai identifié un tout dernier incident avec un point d'interrogation cette fois. Ces images nous sont parvenues ce matin. Le fameux pont de Kertch qui relie la Crimée au territoire russe, plongé dans une épaisse fumée blanche. Ce même pont d'ailleurs qui avait été attaqué et partiellement détruit, on s'en souvient, en octobre dernier. Vent de panique, foule de questions chez les habitants, sur les réseaux sociaux. Les autorités finissent par rassurer. Officiellement, c'est un exercice, sans plus de précision, dont acte. Mais cela montre aussi que les Russes se préparent à ce genre d'attaque et qu'il y a une certaine tension. Voilà. Là, quand on n'a pas d'explication, il faut le dire. Et c'est vrai que beaucoup de questions en ce moment. Alors voilà pour se relever des attaques presque tous les jours, dans plein de directions. Et cela sans même évoquer donc la retentissante opération de Belgorod hier. Et si vous avez souhaité y revenir, c'est parce qu'il y a des nouvelles informations sur l'ampleur de l'attaque.
et qui révèle d'autres choses encore. Oui, ce que l'on a appris ces dernières heures, c'est que les groupes armés n'ont pas seulement effectué une percée, ils sont entrés beaucoup plus profondément sur le territoire russe, en 3 endroits, ici, mais aussi ici et là. Bref, il n'y avait pas un commando, mais au moins 3 commandos. Autre information, les opérations continuent par les airs. On apprend aussi que plusieurs drones se sont abattus la nuit dernière sur la ville de Belgorod. Les médias russes parlent aussi d'une attaque à la voiture piégée. Bref, l'opération est encore plus large que ceux dont on vous parlait hier et avant-hier. Est-ce qu'on peut dire, Justine, que l'Ukraine a amorcé ce qu'on appelle la phase de modelage du front avant la contre-offensive? Et d'ailleurs, que signifie ce terme de modelage du front? Bien, le modelage, le shaping en anglais, c'est le fait d'affaiblir l'ennemi en détruisant ses dispositifs de soutien aux troupes et en l'obligeant à reculer pour défendre ailleurs. Et oui, pour les observateurs que l'on connaît bien ici, on est bien dans ce registre. Écoutez-les. Écoutez, moi je pense qu'on est dans la première on est dans la première phase de la contre-offensive. On est dans la première phase active. Bien sûr, la contre-offensive a commencé. C'est la contre-offensive qui se met en place. Ce sont des épisodes de préparation. C'est la première phase. Je suppose que ce genre d'action va se multiplier dans les jours qui viennent, qui est un moment de tension. Moi, je pense que ça fait partie justement de la contre-offensive. C'est une opération qui s'inscrit dans cette contre-offensive pour tester les Russes, pour aussi mettre le désordre un peu dans cette Russie. En fait, moi, je pense que cette contre-offensive a commencé. Parce que pour nous, on est très schématique. On dit, voilà, une contre-offensive, on va voir débouler les chars, des grands combats. Non, c'est comme l'offensive russe qui a commencé en janvier, qui s'est arrêtée, je dirais, en avril-mai, avec Bakhmout. Il y a des signes annonciateurs, ça fait partie de la manœuvre. Tout dernier point, à l'appui de ce que l'on vient d'entendre, cette carte que vous allez voir montre d'ailleurs à quel point les Russes, s'ils veulent répondre à ces attaques, vont devoir élargir énormément leur dispositif de défense. Le front, à proprement parler, que vous voyez ici en jaune, fait environ 1000 km après les attaques de ces derniers jours et les franchissements de frontières. La sécurisation de toutes les lignes rajoute 600 km, donc 1600 km au total que vous voyez ici en rouge, que les Russes sont amenés à protéger désormais. C'est cette ligne ici que vous voyez et qui fait donc au total 1600 km. Voilà, on ne distingue pas très bien le rouge sur le rouge, mais effectivement, ce front s'élargit. Ce front, en tout cas cette zone sensible à protéger pour les Russes, s'élargit, s'allonge considérablement vers le nord. Rim, est-ce qu'on doit changer de regard sur ces attaques, sur ces opérations, sur ces sabotages, sur ces incursions, sur ces drones aériens, navals, et se dire qu'effectivement, comme le disait Pierre tout à l'heure, c'est une opération d'ampleur et c'est peut-être la contre-offensive qui commence? Alors, on n'a aucune certitude, donc je m'avance en disant ça, mais je pense que le flou fait partie de la contre-offensive. Je pense que les gens ont été un peu émerveillés par la contre-offensive à Kherson, ou qui était assez classique, mais qui en fait a à l'automne dernier, mais qui a surpris les Russes, et peut-être qu'ils s'attendaient à quelque chose de similaire. Ils ne peuvent pas refaire la même chose, parce que déjà les conditions ont changé, mais aussi pour garder l'initiative et l'élément de surprise qui les aide, parce que c'est plus difficile d'attaquer que de défendre. Donc je pense que le flou dans lequel on baigne depuis quelques semaines, sinon des mois, fait partie de la contre-offensive, et clairement il y a du shaping qui est en train de se faire. Shaping, pour reprendre donc l'expression, le modelage. Modelage du front. Mais je trouve aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 séquences qui se passent en même temps. Il y a ces séquences dont on vient de parler, donc ces opérations, qu'elles soient en territoire ukrainien sous occupation russe, ou dans des territoires russes, mais il y a aussi dans un autre domaine, à l'international, quand on voit l'avance sur la formation de pilotes de chasse, la levée de l'opposition américaine sur l'obtention de F-16. Tout ça fait aussi partie du début des contours, de peut-être aussi les nouvelles garanties de sécurité qu'on va devoir donner à l'Ukraine une fois que les armes vont se taire. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que dans un mois, il va y avoir le sommet de l'OTAN.
auquel cette question va être posée et où elle sera centrale, parce qu'il s'agira évidemment de l'adhésion de l'Ukraine ou pas à l'OTAN. En fait, les alliés de l'OTAN ne sont toujours pas d'accord, mais la question des garanties. C'est aussi une pression qui est mise sur la Russie. C'est une pression qui est mise sur la Russie, mais c'est aussi une pression mise sur les Ukrainiens. Il y a d'énormes attentes de la part des pays qui soutiennent l'Ukraine pour qu'elle puisse faire des avancées retentissantes à travers cette contre-offensive, pour qu'on puisse commencer à parler de paix. Vincent, Jean-Claude, est-ce qu'on est entré dans une phase active de la contre-offensive d'après vous? Sans paraphraser les analyses qui ont été citées à l'instant, moi j'ai la ferme conviction depuis un certain temps, on l'a évoqué plusieurs fois sur ce plateau, que ce qu'on appelle justement le modelage fait partie intégrante de la contre-offensive. Vous n'avez pas acte 1, on prépare, acte 2, on déboule. C'est pas comme ça que ça joue. Dans mon esprit en tout cas, c'est une sorte de contre-offensive qui est perlée, qui est éclatée, qui est polymorphe, sans unité de temps ni de lieu. Et au fond, ce que disent les Ukrainiens, c'est « nous savons jouer tous les instruments de l'orchestre, mais la partition, c'est nous qui l'écrivons ». Et c'est plus du Pierre Boulez que du Vivaldi ou a fortiori du Wagner, ce qui serait de circonstance. Autre avantage de cette guerre de harcèlement, c'est comme ça que je la lis en tout cas à l'instant T, avec toutes les incertitudes que Rim soulignait, ça permet aussi de semer le trouble, de jeter le doute, de contraindre, de dégarnir des positions défensives, de plonger dans l'incertitude l'adversaire, et puis aussi, ça fait entrer la guerre, non seulement sur le territoire russe, mais dans la tête des Russes. Quand vous avez un dépôt de bouteilles de gaz qui crame près de Saint-Pétersbourg, vous ne pouvez plus vous réfugier dans le déni en disant « ça, Shoigu, Poutine et Prigojine s'en occupent ». Ça vous concerne. Il y a déjà eu la mobilisation qui avait fait entrer la guerre dans les foyers, mais la vulnérabilité, que ce soit en zone frontalière ou au cœur de la grande et sainte Russie, fait que vous pouvez spéculer sur le fait de creuser les fissures qui ont déjà été patentes entre, par exemple, l'institution militaire et les supplétifs mercenaires, entre les ultranationalistes faucons et un Poutine qui de plus en plus apparaît comme tiède ou irrésolu, etc. Donc je pense que tout ça forme un tout, si vous voulez. Pour vous, c'est une guérilla qui est lancée, phase active? Je suis persuadé d'une chose. Rim a parlé de flou. Moi, j'ai envie de dire, c'est de la tactique. Parce qu'en réalité, on a bien vu, Poutine avait déclaré au début de la guerre qu'il allait écraser, il arrivait pour écraser les anti-russes, il allait régler le problème de l'Ukraine, il allait écraser. Donc ça devait aller très vite. Or, on s'aperçoit finalement qu'il avait la force pour lui, il avait le nombre sur le papier. En réalité, les Ukrainiens ont bien compris qu'il fallait qu'ils jouent la tactique. Et l'idée du moustique qui vous pique en permanence, c'est exactement ce que font les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'ils disent, OK, tu veux la guerre, tu veux t'installer dans le temps, eh bien, on va te pourrir la vie, qui fait que la guerre va s'installer, ça va s'installer aussi pour les Russes de manière imprévisible, parce qu'effectivement, vous ne savez jamais à quel moment il frappe, de manière instable, parce que ça crée une instabilité, et là, effectivement, il modifie le rapport de force. Donc, je suis parfaitement d'accord sur le fait que ça n'est pas simplement du flou, c'est un flou qui est organisé pour justement contrebalancer David contre Goliath. Deuxième chose, les Ukrainiens ont intérêt à tenir le rythme, parce que derrière, ils savent très bien que les Occidentaux sont aussi là pour les soutenir, mais ils savent aussi que ça ne peut pas durer inlassablement. Donc, ils ont intérêt à aller vite, à tenir le rythme pour que précisément les Occidentaux soient derrière, puissent continuer à financer, continuer à donner du matériel, et parce que derrière, il y a là encore des opinions publiques occidentales qui disent c'est très bien, notamment américaines, qui disent c'est très bien, mais il va falloir que ça s'arrête un jour, malgré tout. Ce ne sera pas éternel. Pierre, si on parle concrètement, et vous qui connaissez bien les stratégies militaires, est-ce que vous imaginez aujourd'hui que côté russe, on est en train de se dire il faut regarnir cette frontière-là, il faut regarnir cet endroit-là, il faut mieux protéger cet endroit-là, et donc on est en train de réallouer les forces? Oui, normalement, c'est ce qui doit se passer. Mais ce qui est très frappant sur l'affaire de Belgorod, donc la pénétration, et Justine nous a montré que c'était par 3 axes, pas simplement un axe, c'est que ça fait déjà longtemps que Poutine s'était mis en scène dans ces discussions en duplex
avec tous ses responsables territoriaux, gouverneurs, il les amnestait en disant il faut que les frontières soient sûres, il y a eu des pénétrations, etc. Ça ne doit pas être possible. Or, il n'y arrive pas. Donc, le point est que le système est défaillant, l'organisation est assez défaillante, et il n'y a pas suffisamment de troupes pour arriver à sécuriser toute la ligne. Et c'est ça que les Ukrainiens exploitent aujourd'hui. Sur la pénétration à Belgorod, hier j'expliquais que le principe des forces spéciales, là c'est pas des forces spéciales parce qu'elles sont trop lourdes, mais c'est un peu le même état d'esprit, c'est on rentre, on détruit, on crée la panique et on se retire avant d'être détruit. Ce qu'on appelle hit and run, frapper et repartir. Bon. Mais ce que je crois savoir, c'est que des Russes anti-Poutine qui sont rentrés, un certain nombre ne sont pas repartis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des commandos qui sont restés sur place et qui vont cibler soit des cibles étudiées à l'avance, soit des cibles d'opportunité. Donc ça va être effectivement sur des postes électriques de chemin de fer, sur des bâtiments, etc. Et donc pour revenir à la planification de ce type d'opération, qui s'appuie aussi sur le renseignement que les Ukrainiens ont en permanence avec ce qu'on appelle une boucle très courte, c'est-à-dire qu'entre le moment où le renseignement est recueilli, où il est traité, où il est exploité, ça va assez vite.